Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que l'on pensait possible. À Gaza, avant même que le soleil ne se lève, une seule erreur stratégique a déclenché une réaction en chaîne capable de bouleverser tout l'équilibre militaire de la région. Et personne n'avait vu venir ce qui allait suivre. Avant de poursuivre, likez cette vidéo pour soutenir notre travail et écrivez simplement en commentaire « Justice pour les innocents ». Votre interaction aide vraiment à propager ce message. Les forces déployées dans la région opéraient sous un mandat international strict, chargé d'assurer la sécurité d'un couloir humanitaire vital. Parmi elles, un contingent indonésien hautement entraîné, équipé de blindés modernes et habitué aux missions de stabilisation, côtoyait à distance les unités israéliennes, dont la présence restait tendue et marquée par une méfiance réciproque. Depuis plusieurs jours, les patrouilles se croisaient dans une atmosphère lourde où chaque mouvement semblait scruté, chaque décision interprétée comme une provocation potentielle. Bien que le mandat exigeât discipline et neutralité, le terrain, lui, imposait une vigilance extrême. Les habitants parlaient à voix basse, les drones bourdonnaient au-dessus des ruelles et les soldats avançaient avec cette sensation étrange qu'un simple incident pouvait renverser tout l'équilibre fragile maintenu jusque-là. Rien pourtant ne laissait présager que ce calme précaire allait céder de manière aussi soudaine. Dans l'obscurité de la nuit, une unité ennemie lança une embuscade soigneusement préparée contre la patrouille indonésienne. Les premières explosions résonnèrent comme des coups de tonnerre dans le silence pesant, et les blindés avancés furent frappés avec une précision dévastatrice. 2 véhicules furent détruits instantanément, projetant des flammes et des débris tout autour, tandis que des soldats tombèrent sous les tirs et les éclats. La panique s'installait, mais les commandants conservaient un sang-froid exemplaire. Chaque perte humaine était une douleur profonde, et pourtant, elle marquait le franchissement d'une ligne rouge que personne ne pouvait ignorer. Ce n'était plus une simple mission de surveillance. C'était un affront direct, une provocation qui appelait une réponse immédiate. Les esprits se tendirent, la tension devint palpable et, pour ceux qui observaient depuis les postes de commandement, il était clair que le fragile équilibre venait de basculer. La mission pacifique se transformait désormais en un tournant décisif, annonçant l'inévitable contre-offensive. Au cœur de la nuit, une réunion d'urgence fut convoquée dans la salle de commandement. Les visages étaient des graves, les regards lourds de responsabilité. Chaque rapport d'incident détaillait la gravité de l'attaque et les pertes subies. Après un silence pesant, l'ordre fut donné avec une simplicité implacable. Neutraliser toute menace avant qu'elle ne cause davantage de dégâts. Le ton était solennel, chaque mot pesait, car il ne s'agissait plus d'une mission de maintien de la paix, mais d'une réponse défensive légitime face à l'agression. Le mandat initial se transformait en un cadre opérationnel où la protection des troupes et le rétablissement de l'équilibre prenaient le pas sur toutes les directives précédentes. Dans ce moment suspendu, chaque décision devenait critique, chaque mouvement dicté par une logique de survie et de justice immédiate, tandis que le poids de la responsabilité pesait sur tous les commandants présents. L'opération commença bien avant l'aube, lorsque les forces indonésiennes se préparèrent méthodiquement pour leur mission décisive. Les blindés Léopard 2R1 furent inspectés avec soin, les canons calibrés et les munitions vérifiées une dernière fois. Les véhicules de transport blindés BMP-3F se déployèrent dans un silence presque solennel, tandis que les équipes d'artillerie positionnaient leurs batteries de roquettes Astrom 2 à distance stratégique, couvrant chaque angle possible. Les commandants passaient en revue chaque plan et chaque scénario, anticipant toutes les réactions de l'ennemi, conscients que la réussite dépendait d'une coordination parfaite. L'objectif était clair: neutraliser le complexe connu sous le nom de Benteng Zion, symbole de la présence ennemie et bastion stratégique. Dès les premières lueurs de l'aube, les ordres furent transmis par radio avec une précision chirurgicale. Tutup Kiri, Siap, Kak Depan Jarak 50. Lihat Hitam Pintu Biru. Oke, cover, tembak-tembak, reload, tutup gua, masuk-masuk. Satu-satu. Aman, majulah. Gas lintas. Chaque mot dictait un mouvement. Chaque phrase synchronisait les unités dans une danse mortelle, mais parfaitement orchestrée.
Les blindés avancèrent en formation serrée, soutenus par la puissance destructrice de l'artillerie, couvrant le terrain avec un barrage continu de feu et de fumée. Les roquettes pleuvaient sur les positions ennemies, ciblant avec précision les défenses extérieures, les véhicules et les points d'observation. Hey! Les équipes de reconnaissance guidées par drone transmettaient des images en temps réel, permettant aux commandants de réajuster les tirs instantanément. Chaque pas, chaque rotation de canon, chaque ordre radio renforçait la cohésion et la détermination de l'unité, transformant l'ensemble en un mécanisme de combat parfaitement huilé. La tension était palpable, mais la discipline demeurait totale. Les soldats savaient que ce moment marquerait un tournant et que la réussite de cette opération ne se mesurait pas seulement par la destruction des positions ennemies, mais par la précision et l'efficacité de chaque action, réduisant au minimum les pertes et maximisant l'effet stratégique. Les premières explosions éclairèrent le ciel, tandis que le grondement des chars et le crépitement des tirs d'artillerie résonnèrent dans la vallée, annonçant l'aube d'une offensive qui allait changer la donne. Chaque unité avançait selon son rôle assigné, chaque ordre radio se traduisant en mouvements synchronisés, chaque tir de roquette frappant avec une précision chirurgicale l'objectif prévu. Le complexe de Benteng Zion n'était plus qu'une cible dans le champ de vision des commandants, un symbole à neutraliser pour sécuriser la zone et établir une domination incontestée, le tout orchestré avec une coordination militaire que peu auraient imaginé quelques heures plus tôt. À l'aube, le silence oppressant fut brisé par un grondement continu et croissant. Les premières salves d'artillerie et de roquettes Astros II percèrent l'air, frappant les défenses extérieures du complexe avec une précision chirurgicale. Les explosions secouaient le sol, projetant poussière et débris dans un nuage épais, obscurcissant partiellement la lumière naissante. Chaque détonation faisait trembler les murs, ébranlant les positions ennemies et semant la confusion parmi ceux qui pensaient être en sécurité derrière les fortifications renforcées. Les chars Léopard 2R avancèrent en formation serrée, leurs canons 120 mm, ouvrant un feu concentré sur les points stratégiques, réduisant les barricades et les postes de tir à de simples fragments. À leur côté, les BMP-3F soutenaient l'offensive avec des tirs synchronisés, chaque coup de canon pénétrant les façades blindées et rasant les structures fragiles, transformant les bâtiments en ruines fumantes. Le complexe, jadis symbole de force et de domination, commença à s'effondrer progressivement. Les étages supérieurs, minés par la puissance des blindés et la chaleur des incendies, s'effondraient les uns sur les autres, générant un effet domino apocalyptique. Des flammes gigantesques jaillissèrent des fenêtres brisées et des dépôts de munitions, enveloppant le site dans un spectacle infernal. La poussière noire et épaisse s'élevait en tourbillon, formant un voile quasi impénétrable qui déformait la lumière et amplifiait l'impression de chaos absolu. Chaque explosion, chaque tir, chaque mouvement de char créait une chorégraphie de destruction où le feu et le métal se mêlaient dans un ballet destructeur. Les murs qui semblaient invincibles quelques heures plus tôt s'effondraient, craquant et s'écroulant en gerbes de béton et d'acier, tandis que les fenêtres éclataient en 1000 morceaux sous les impacts répétés. Les flammes se propageaient rapidement d'un bloc à l'autre, illuminant les silhouettes des véhicules avancés et des soldats qui coordonnaient chaque mouvement avec une précision glaciale. L'atmosphère était saturée de bruit, de chaleur et de tension. Le sifflement des roquettes, le rugissement des moteurs, les détonations et le fracas des structures qui s'effondraient formaient une symphonie de guerre parfaitement orchestrée. Dans ce chaos apocalyptique, les images semblaient sorties d'un film de cinéma, chaque angle offrant un panorama de destruction totale, où le ciel rougissait sous les explosions et les colonnes de fumée noire s'élevaient comme des témoins silencieux de la puissance déployée. La poussière, les flammes et les débris masquaient les mouvements, obligeant les unités à ajuster constamment leur position et leurs tirs. Mais la coordination restait impeccable. L'effet psychologique sur les défenseurs ennemis était immédiat. L'effondrement progressif des bâtiments, le bruit assourdissant des canons et la propagation rapide des incendies semaient panique et désorganisation. Les soldats, pris au piège dans les étages supérieurs ou les couloirs fragilisés,
voyaient leurs bastions s'écrouler autour d'eux, tandis que la fumée et la chaleur rendaient chaque respiration plus difficile. Chaque impact, chaque effondrement était filmé par les drones de reconnaissance, offrant une vision en temps réel de l'avancée de l'assaut, un tableau cinématographique de destruction méthodique et précise. Les flammes léchaient les façades, les poutres tombaient en éclats, et les colonnes de poussière s'épaississaient à mesure que le complexe cédait sous la puissance combinée des blindés, de l'artillerie et des roquettes. Ce n'était plus seulement une attaque, c'était une démonstration totale de force et de coordination, une offensive qui transformait un bastion réputé invincible en un amas de béton fumant et de métal tordu, laissant derrière elle une scène de chaos apocalyptique où chaque détail, chaque bruit et chaque image racontait la brutalité et l'efficacité de l'opération. Lorsque la fumée se dissipa et que le fracas des explosions retentit au loin, le silence qui s'ensuivit était lourd de conséquences. Les soldats ennemis, abasourdis et pris au piège au milieu des décombres fumants, commencèrent à abandonner leur position. Les premiers à sortir de leurs abris étaient hébétés, certains les mains levées, d'autres traînant leurs armes avec une lenteur hésitante, réalisant qu'ils n'avaient plus aucune chance de résister. La reddition se propageait rapidement. Des dizaines de soldats, désorientés et traumatisés, se rendaient sans opposer de résistance, leurs visages marqués par l'incrédulité et la peur. Parmi eux, des officiers intermédiaires tentèrent en un instant de regrouper leurs hommes, mais la destruction totale du complexe et la coordination impeccable des forces indonésiennes rendaient toute tentative vaine. Les équipes d'ordre spéciales, silencieuses et méthodiques, progressaient dans les décombres, sécurisant chaque zone et procédant à des captures ciblées. Des dizaines de soldats furent maîtrisés, les mains liées et les yeux bandés, tandis que les communications ennemies étaient interceptées et analysées, révélant l'étendue des structures de commandement qui avaient été mises à jour. La découverte du quartier général, un centre de commandement souterrain et lourdement protégé, marqua un tournant psychologique majeur. Plusieurs officiers supérieurs tentant de détruire documents et équipements furent pris sur le fait et neutralisés sans violence excessive, ajoutant une valeur stratégique inestimable à l'opération. La neutralisation de ces leaders militaires déclencha un effet immédiat. Les forces restantes, privées de coordination, abandonnèrent leurs positions périphériques et se dispersèrent, fuyant dans une désorganisation totale. La scène sur le terrain montrait un mélange de chaos et d'ordre strict de la part des forces indonésiennes qui avaient réussi à transformer le carnage en contrôle complet. Pendant ce temps, les réactions diplomatiques furent instantanées et massives. Dans les capitales mondiales, les nouvelles de l'opération provoquèrent stupéfaction et consternation. Des déclarations officielles furent à publier, certaines condamnant l'escalade, mais la majorité reconnaissait implicitement le droit des forces à répondre à une agression préalable. Les alliés traditionnels de la partie attaquée se retrouvèrent désemparés, incapables de formuler une condamnation ferme sans contredire les normes internationales et la légitimité d'une riposte défensive. Les médias internationaux relayèrent la séquence de reddition et de capture, accentuant le choc psychologique au sein de la communauté militaire adverse et du public mondial. Ce fut une victoire non seulement tactique mais stratégique. La neutralisation rapide des forces ennemies et la capture de leur commandement envoyèrent un message clair et incontestable sur la maîtrise du terrain et la capacité à rétablir l'ordre face à une provocation. Dans les heures qui suivirent, la situation diplomatique évolua rapidement. Les cartes du pouvoir et de la perception internationale étant réécrites sous l'effet de cette démonstration militaire parfaitement exécutée, laissant un impact immédiat et durable sur l'ensemble du théâtre géopolitique de la région. Le monde entier retenait son souffle. À Washington, le silence était pesant, comme si la Maison-Blanche cherchait ses mots face à une situation diplomatique inédite. Pendant ce temps, de nombreux pays du Global South, de l'Asie à l'Afrique, saluaient la fermeté et la coordination exemplaire des forces indonésiennes, voyant dans cette opération un acte de défense légitime et une affirmation de souveraineté face aux agressions. L'IDF, réputé invincible, voyait son image ternie. La capture de ses officiers supérieurs et l'effondrement du bastion symbolique provoquaient une humiliation militaire retentissante. La perception mondiale se transforma rapidement. Ce n'était plus seulement un affrontement local,
mais un signal que l'équilibre des forces pouvait changer, que le pouvoir n'était plus monopolisé et que de nouveaux acteurs pouvaient peser sur la scène internationale. Lorsque la poussière retomba et que le silence s'installa sur les ruines fumantes, il ne restait plus que la conscience d'une justice restaurée. Ce récit, aussi dramatique soit-il, illustre la force de ceux qui refusent l'injustice et agissent avec détermination lorsque les règles sont bafouées. Les images de reddition et de responsabilité assumée rappellent que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la force brute, mais dans la discipline, l'éthique et la volonté de protéger ceux qui ne peuvent se défendre. Au-delà du conflit et des destructions, ce tournant historique transmet un message moral universel. La légitimité et le courage peuvent redéfinir l'ordre établi et offrir un exemple pour le futur, où la justice guide chaque décision et où l'intégrité triomphe de l'impunité. Si vous voulez découvrir la suite de cette histoire et d'autres récits captivants, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et écrivez en commentaire « Je veux la suite ». Votre soutien est essentiel pour permettre à Why Musulman de continuer à produire des contenus de qualité et engagés.